Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent désormais se rendre dans les 134 États qui ont ratifié le statut de Rome, à condition que ces derniers acceptent de les accueillir. La Cour pénale internationale a en effet assoupli les conditions de liberté de l'ex-chef d'État ivoirien et de son ancien ministre. Pas d'enquête indépendante ouverte sur Akinwumi Adesina, du moins pas pour l'instant. Le bureau du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement déclare qu'aucune décision n'a été prise à ce propos. Les détails dans ce journal. Et puis croissance, emploi et développement durable dans un contexte de pandémie mondiale. Tel était le thème de la deuxième édition des UBA Africa Conversation, une rencontre virtuelle qui a vu la participation de personnalités de haut niveau, dont celle du président du Libéria, George Weah. Mais tout d'abord, ce drame au Nigeria. Près de 60 personnes ont été tuées lors d'attaques coordonnées dans plusieurs villages de l'est de Sokoto, dans le nord-ouest. Des attaques perpétrées par des hommes armés, arrivés à moto dans plusieurs villages. Ils ont ouvert le feu sur des maisons, ôtant la vie à des éleveurs et agriculteurs. Notant que le nord-ouest du Nigeria est le foyer depuis de nombreuses années de groupes criminels qui commettent des attaques à répétition contre des civils. Des violences qui auraient causé la mort de près de 8000 personnes depuis 2011 et poussé plus de 200 000 civils sur les routes, selon des organisations non gouvernementales. Plus de liberté, plus de flexibilité. La Cour pénale internationale a allégé les conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils récupèrent leur passeport et peuvent désormais quitter leur lieu actuel de résidence sous certaines conditions. En revanche, ils restent soumis à des obligations. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, autorisé à quitter la Belgique. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi 28 mai assouplir les conditions de mise en liberté de l'ancien chef de l'État. Laurent Gbagbo était assigné à résidence à Bruxelles depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Une décision de la CPI qui concerne également Charles Blé Goudé, ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens. La Chambre d'appel a décidé de révoquer les conditions suivantes. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour, remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport, se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent néanmoins soumis à des obligations, celle de ne pas s'exprimer publiquement sur cette affaire, de comparaître devant la CPI, notamment pour les audiences de la procédure d'appel, mais aussi et surtout, ils doivent obtenir du pays dans lequel ils souhaitent se rendre une autorisation préalable, condition qui rend incertain leur éventuel retour en Côte d'Ivoire, d'autant plus que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous deux été condamnés par contumace par la justice de leur pays. Mais ça reste compliqué, ça ne favorise surtout pas la réconciliation tant prônée par le pouvoir en place et par l'opposition. Quand on veut un retour en place, par exemple pour Blé Goudé qui a été rejugé pour les faits déjà jugés et Laurent Gbagbo qui est jugé pour le braquage rejugé en Côte d'Ivoire par contumace. Pour ces raisons, s'ils ont été acquittés, il faut assouplir les choses, voir l'avenir et faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient afin que ne se perpétuent pas les cycles de violence. La décision de la Cour pénale internationale a été accueillie avec satisfaction par le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi du côté du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avec qui le FPI a conclu un accord politique en vue des prochaines élections présidentielles et législatives. L'annonce avait été faite, c'est désormais officiel. Le Congrès national pour la liberté, principal parti d'opposition au Burundi, a déposé ce jeudi devant la Cour constitutionnelle un recours contre le résultat de l'élection présidentielle, donnant le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye, vainqueur. Son candidat, Agathon Rwasa, continue de dénoncer de graves irrégularités et prévoit de se tourner vers la Cour de justice de l'Afrique de l'Est en cas de rejet de son recours. Notons que la Cour constitutionnelle du Burundi a 8 jours pour statuer sur ce recours avant de proclamer les résultats définitifs des élections générales du 20 mai.
L'Union africaine a annoncé au mois de février 2020 l'envoi de 3000 soldats pour appuyer le G5 Sahel dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Seulement 3 mois plus tard, cet engagement n'a toujours pas été concrétisé. Impatients, les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel exhortent l'institution africaine à proposer un calendrier clair pour une opérationnalisation effective. On fait le point avec Philomène Tine. Au 27 février 2020, l'Union africaine avait émis la volonté d'envoyer 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du djihadisme et la dégradation de la sécurité dans la région. Toutefois, les modalités et le calendrier exact de ce déploiement ne sont pas encore précisés. Pour encore booster l'organisation panafricaine, les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel ont invité l'institution à proposer un nouveau calendrier pour le déploiement de ces hommes. C'est vraiment une préoccupation tout à fait majeure. Les raisons sont connues. La première raison, c'est d'abord la question du financement de cette force. Les forces de l'Union africaine sont confrontées à des difficultés de financement. Vous avez déjà dans le Sahel plusieurs opérations qui interviennent. Donc en réalité, les forces de l'Union africaine seront sous quel mandat? Ça, c'est un problème réel. La troisième raison, c'est évidemment l'attitude démotivante de certaines troupes. La quatrième raison, c'est que le Sahel reste une zone très très dangereuse en raison de sa géographie très ensablée. Jusque-là, aucun État membre de l'UA ne s'est encore officiellement dit prêt à envoyer des troupes et le mode de financement du projet n'est pas non plus connu. La lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel semble être un échec d'après l'avis de certains analystes. Le contexte exceptionnel du Covid-19, l'Union africaine aujourd'hui a d'autres préoccupations tout à fait urgentes et l'Union africaine doit faire face à la progression de cette pandémie. Donc les questions de sécurité liées au déploiement des troupes peuvent être des questions tout à fait importantes, mais pourront également attendre. Les pays du G5 Sahel tels que le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Mali et le Tchad souhaitent voir très bientôt les 3000 soldats de l'Union africaine aux côtés des soldats du G5 Sahel pour combattre l'insurrection djihadiste dont ils sont confrontés depuis les années 2000. Aucune décision n'a été prise. Contrairement à l'annonce faite par certains médias, la Banque africaine de développement a déclaré ce jeudi qu'elle n'a pas encore décidé si elle acceptait ou non une enquête indépendante sur son président Akounouemi Adesina. La requête avait été formulée par le secrétaire américain au Trésor suite à des accusations de mauvaise gestion. Retour sur cette affaire avec Aïssatou Bari. L'enquête indépendante demandée par les États-Unis n'a pas reçu l'aval du Conseil des gouverneurs de la BAD suite aux allégations de lanceurs d'alerte concernant la gouvernance d'Akounouemi Adesina, son président. Dans un communiqué, le Conseil affirme qu'aucune décision n'a été prise, telle que faussement véhiculée par certains médias. Le Conseil s'en tient donc pour l'instant aux conclusions du comité d'éthique qui disculpe Akounouemi Adesina. Aucune décision n'a été prise telle que faussement véhiculée par certains médias et en aucun cas, il n'a été demandé au président Adesina de démissionner. Nous avons reçu des lettres de certains États actionnaires de la BAD exprimant des points de vue différents sur cette affaire. Depuis la sortie des États-Unis, plusieurs États ont exprimé leur soutien au président Akounouemi Adesina. C'est le cas du Nigeria, premier actionnaire qui s'oppose à une nouvelle enquête et soutient les conclusions du comité d'éthique et du conseil des gouverneurs qui avait appelé le 5 mai dernier à exonérer Adesina de toutes les allégations émises à son encontre. On voit maintenant que Adesina, le président de la Banque africaine de développement, est sur le viseur des États-Unis, alors qu'Adesina a été blanchi. La Banque africaine de développement, c'est un instrument que les Africains doivent couver parce que c'est la seule banque qui peut savoir les problèmes internes à l'Afrique. Depuis qu'Adesina est devenu président de la Banque africaine de développement, on voit que justement le continent va vers de meilleures ambitions. La Banque africaine de développement a donné des rapports qui sont très positifs pour le continent. Cette affaire pourrait fragiliser l'éventuelle réélection d'Akounouemi Adesina pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine qui est le premier Nigérian à la diriger. Le vote est prévu fin août. Comment maintenir la croissance et promouvoir le développement durable dans un contexte de pandémie mondiale? Eh bien, la question était au cœur de la deuxième édition des UBA Africa Conversation, organisée en partenariat avec Africa 24 le 25 mai. Une réunion virtuelle cette fois qui a vu la participation de panélistes de haut niveau, dont celle du président du Libéria, George Weah. Compte rendu avec Siam Victoria Sedi.
À l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique célébrée ce 25 mai 2020, le groupe UBA, United Bank for Africa, a organisé en partenariat avec Africa 24 la deuxième édition des UBA Africa Day Conversation autour du thème croissance, emploi et développement durable dans un contexte de pandémie mondiale. La rencontre virtuelle a vu la participation de hautes personnalités dont le président George Weah du Libéria. L'occasion de discuter des solutions face aux impacts économiques du coronavirus en Afrique. Nous devons trouver des mesures pour apporter une aide et une assistance financière en vue de réduire les conséquences de cette pandémie. Ici, au Libéria, nous avons mis en place certaines mesures pour assister aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi fait appel aux banques commerciales. Parmi les premiers pays africains touchés, le Libéria était entré en confinement obligatoire après que le président George Weah a déclaré l'état d'urgence le 8 avril. Pour lutter contre la pandémie, les déplacements ont été interdits. Les entreprises et services de l'État non essentiels ont été fermés. Mais dans un contexte socio-économique déjà critique, l'exécutif a fini par assouplir les mesures restrictives la mi-mai. Dans le cadre de la riposte au coronavirus, 25 millions de dollars ont déjà été approuvés par l'exécutif pour la fourniture de nourriture aux populations les plus vulnérables. Il y a un impact négatif sur notre économie. Les gens perdent leur emploi. Nous avons décidé de ne pas faire un confinement total en vue de permettre à la population de s'en sortir. Nous voulons nous rassurer que la population n'est pas laissée pour compte. Certains ont fait des prêts auprès des banques et n'arrivent pas à rembourser. Il est donc très nécessaire de les aider. Au 27 mai, 266 cas positifs, dont 27 décès et 144 guérisons, ont été déclarés au Libéria. Le pays est déjà fragilisé économiquement par la fièvre Ebola qui a fait plus de 4800 décès entre 2014 et 2016. Step 2, le projet pour la stabilisation et la paix de l'Est de la République démocratique du Congo entre dans sa deuxième phase grâce à un financement additionnel de 445 millions de dollars de la Banque mondiale. Une enveloppe supplémentaire qui permettra d'élargir le nombre de provinces où les communautés les plus vulnérables, y compris les réfugiés, bénéficieront de filets sociaux. Les détails avec Neil et Claude Bessa. C'est d'un soutien supplémentaire dont bénéficie le projet pour la stabilisation et la paix de l'Est de la République démocratique du Congo. Le deuxième financement additionnel de la Banque mondiale d'un montant de 445 millions de dollars vise à appuyer les communautés vulnérables du pays. Dans les détails, cet investissement additionnel dans le dit projet est composé d'un crédit de 285 millions de dollars et d'un don de 160 millions de dollars. Ce nouveau financement permettra d'élargir le nombre de provinces où les communautés les plus vulnérables, y compris les réfugiés, bénéficieront de filets sociaux sous forme d'emplois temporaires et de transferts monétaires. Dans cette seconde phase du projet, les fonds serviront à appuyer la structuration du secteur de la protection sociale grâce à des partenariats inédits avec le ministère des Affaires sociales et la Commission nationale pour les réfugiés. Il dotera également le pays d'un registre social comprenant 1,8 million de bénéficiaires, tandis que dans le cadre de la réponse au Covid-19, les ressources financières seront mobilisées pour atténuer les impacts socio-économiques sur la population congolaise et mieux protéger les ménages les plus vulnérables. Il faut mettre en place un système de collecte des taxes qui soit équitable, permettre que les entreprises minières mènent directement des opérations de développement évaluées et bien suivies par les autorités locales. Et ainsi, on pourra aider les Congolais. À travers ce financement additionnel, près de 2,5 millions de personnes bénéficieront de la construction et du maintien de 2000 infrastructures de base, dont 500 écoles au moins, pour soutenir le programme de gratuité de l'éducation primaire et 300 000 personnes recevront des transferts monétaires dans les 1000 communautés ciblées pour un montant de 100 millions de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.